Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Dans notre émission de ce soir, nous aborderons la question épineuse de la harga ou la migration clandestine, un phénomène qui prend de plus en plus des allures inquiétantes, sans l'intention d'aborder bien sûr tous les volets de ce phénomène, mais nous allons quand même essayer de faire le tour avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, qui de mieux qu'un avocat est responsable d'une ONG internationale de droits humains, Maître Aïssa Rahmoun. Vous êtes avocat au barreau de Paris et secrétaire général de la FIDH. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, merci de l'invitation. Bonsoir aux invités, mais aussi aux téléspectateurs. Merci. Nous allons être rejoints par un autre militant depuis l'Algérie, Moussa Haddadi. Il n'est pas encore, et- il n'est pas encore là. Maître Aïssa Rahmoun, vous avez vous-même quitté l'Algérie d'une autre manière, avec un visa. Vous vous êtes installé depuis, vous êtes un réfugié politique, à ce que je sache. Pourquoi vous avez quitté votre pays? La réponse, elle est transversale. Pourquoi? Parce que le titre de l'émission, c'est Pourquoi ils partent. Il y a plusieurs raisons aujourd'hui pour lesquelles les Algériennes et les Algériens prennent cette décision douloureuse. Parce que le fait de quitter son pays avec un statut de réfugié, mais pas que, en harga ou en prenant une barque ou bien en ayant un visa et puis on décide de s'installer, ce n'est qu'un subterfuge pour pouvoir quitter le pays. C'est des décisions assez difficiles. Quitter sa terre natale, quitter ses traditions, quitter ses parents, quitter ses amis, quitter son milieu professionnel, c'est comme un poisson qui quitte l'eau et voilà. Après, les raisons, elles sont multiples. Moi, pour moi, c'était la répression, c'est les intimidations, c'est le fait que je ne pouvais plus mener mon activité militante, mais aussi ma profession d'avocat. Et c'est le fait aussi qu'il n'y a plus d'espace de libre expression, il n'y a plus d'espace de circulation, même à l'intérieur du pays. Il n'y a plus d'espace où on peut donner son opinion, il n'y a plus d'espace d'organisation, de manifestation, de critique, etc. Et par rapport aux autres, effectivement, j'ai dit que beaucoup d'Algériens quittent le pays avec des barques en monnayant des places, en payant des places. Souvent, ils périssent en haute mer et ça devient un drame Un national. drame, Un tout à fait. drame national. Non seulement un drame national, mais un drame humanitaire. Aujourd'hui, la Méditerranée est devenue le Un grand cercueil. cimetière. Voilà, c'est le cimetière, c'est le tombeau de l'humanité. D'ailleurs, quand on pense à Ceuta ou Almeria ou Lampedusa, c'est des îles aujourd'hui qui sont connues par les populations de la rive sud de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord, pas pour le tourisme qui existe dans ces villes en Espagne, en Italie, mais pour le fait que ça soit la première terre que le pied des Maghrébins franchissent pour aller en Europe. Il y a des raisons économiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs universitaires, des milliers d'universitaires qui quittent le banc de l'université et qui aspirent et qui espèrent à un travail digne, à un logement digne, à des conditions de vie dignes, finissent aujourd'hui par être exploités par des pays occidentaux avec tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour partir. Avant d'arriver en fait, au problème économique pour lequel les Algériens quittent leur pays, tout comme nos frères d'autres pays, euh, vous avez dit que vous ne pouvez plus en fait exercer votre métier d'avocat.
Ceux qui nous regardent ce soir, ils vont se dire, non, il y a des avocats qui exercent tranquillement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, écoute, Adel, Il y a plusieurs catégories d'avocats. oui, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'avocats. Ça, c'est normal. C'est un peu partout Qu'est-ce qui dans le vous monde. distingue des autres avocats qui sont restés dans le pays? Ben, c'est le fait d'être militant. Être avocat en Algérie, moi, je pense que la profession d'avocat est un mandat. C'est un état, c'est une situation, c'est un mandat. C'est une profession qui est réglementée. On a un serment. Et pour ma part, et beaucoup du collectif de défense des détenus d'opinion, mais pas que, pas ceux qui sont nés après le Hirak, mais avant. Moi, j'ai eu la chance d'être stagiaire dans un grand cabinet en Algérie, le cabinet de Matar Mustafa Bouchechi, euh, ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Mais avant ça, j'étais aussi militant de la Ligue des droits de l'homme à Tizi Ouzou, de la maison des droits de l'homme et du citoyen. Et d'où la fréquentation, voilà, de cette catégorie d'avocats qui étaient aussi militants de la Ligue, qui s'occupaient des affaires des détenus, des opprimés, qui s'occupaient des affaires des minorités, enfin, qui s'occupaient de toute victime de l'arbitraire et de la négation. Et en étant étudiant déjà, j'étais motivé par cet esprit. Juste après, donc, j'ai fait mon stage. J'étais stagiaire chez Maître Bouchechi Mustafa. J'ai travaillé avec lui dans son cabinet après mon stage 7 ans, ce qui a ouvert mes yeux sur la procédure en elle-même, sur le droit, sur les pratiques judiciaires, sur le comportement des magistrats. Et j'ai distingué, voilà, quand vous posez la question sur ces catégories d'avocats, on distingue les avocats qui ont une spécialisation, si j'ose dire, dans le domaine des affaires. Ça existe même en France, des avocats d'affaires qui s'éloignent un peu de la question humanitaire, de la question des droits humains. Il y a plusieurs types, plusieurs profils d'avocats. Euh, et, Et vous, vous êtes spécialisé et je beaucoup me, plus dans les procès et politiques, je me droits de retrouve, l'homme, voilà, etc. je me retrouve dans une catégorie de militants, d'avocats militants. Je ne regrette pas, comme disait, je ne regrette rien, comme disait Edith Piaf. Et jusqu'à présent, je continue mon mandat de défenseur des opprimés, des droits humains, avec une autre connotation, celle de défendre les étrangers qui sont en situation irrégulière, celle de défendre des victimes d'harcèlement policier ou de discrimination raciale, etc. Et c'est un mandat qui continue. Voilà, donc on se retrouve à continuer notre petite lutte, notre petit combat, comme une petite pierre qui avance doucement. Très bien. Je ne vous ai pas invité en fait pour parler que de votre profession d'avocat et des raisons qui vous ont laissé quitter votre pays, mais j'aimerais que vous nous parliez aussi du travail de votre organisation, la Fédération internationale des droits humains, dans ce domaine. J'imagine que c'est une organisation internationale qui compte, je ne sais pas combien de ligues des droits de tous les pays du monde. J'imagine qu'ils reçoivent des rapports, qu'ils ont des chiffres, qu'ils ont des données que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous pouvez en parler là-dessus? Bah, la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, est une organisation qui regroupe en son sein 192 organisations issues de pratiquement de tous les pays, de la majorité du moins des pays du monde. On compte à peu près 98 ou 100 pays qui sont représentés à la FIDH. Et la FIDH, et pour l'Algérie par exemple, il y a 3 organisations qui sont membres de la FIDH. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Dont vous êtes président? dont je suis président, qui était dissoute en Algérie, relocalisée en France, et qui a été toujours membre de la FIDH. Le CFDA, le collectif des familles victimes de disparition forcée en Algérie, présidé par Nasser Adjutour, et récemment, au congrès de Bogota, qui s'est tenu au mois d'octobre 2025, l'organisation Riposte Internationale. Et effectivement, la FIDH travaille sur beaucoup de thématiques, notamment la justice internationale. On a un bureau à La Haye et à travers la FIDH, il y a eu des plaintes contre l'État d'Israël en ce qui concerne le génocide en À cours Gaza. à Gaza. Des plaintes notamment qu'on a déposées en Afrique à travers le bureau Afrique de la FIDH, travaille sur la justice internationale.
On travaille sur la question des défenseurs, à travers un mécanisme conjoint de l'AFIDH et l'OMCT, qui est l'Observatoire. On travaille sur les questions de droits économiques et des droits économiques et sociaux, de la responsabilité des entreprises dans les violations des droits humains, plusieurs thématiques. Donc, c'est vraiment très transversal. Et justement, pour la question de la migration, Justement, sur la migration. au mois d'avril 2024, si je ne me trompe pas, nous avons créé à Madrid un groupe de travail qui travaille sur la question de la migration. Donc, sa création obéit déjà à l'AFIDH. On agit et on met des groupes de travail ou des ateliers ou des équipes qui travaillent sur des questions à la base des demandes des organisations membres. Il se trouve que les organisations du pourtour méditerranéen, que ce soit européennes ou de l'Afrique du Nord, mais pas que, l'Amérique latine, avec l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis d'Amérique et le durcissement de la politique migratoire des États-Unis d'Amérique. Donc, il y avait aussi une demande des organisations membres de l'Amérique latine pour travailler sur la question de la migration. Réellement, jusqu'à présent, on n'a pas des chiffres exacts. Déjà, les organisations qui travaillent, qui sont spécialisées sur le phénomène de la migration et la présence des étrangers d'une manière régulière en Europe n'ont pas les chiffres exacts. Ça dépend du travail de documentation que font ces organisations, mais le groupe de travail, il est en train de s'articuler, de se mettre en place d'une manière sereine et sérieuse. Merci. Nous venons d'être rejoints par Moussa Haddadi depuis l'Algérie. Moussa Haddadi, Bonsoir, Monsieur bonsoir. Abdel beaucoup. Et bonsoir à Aïssa Rahmoussa. Un grand plaisir de partager le plateau avec vous deux. Et toutes mes condoléances sincères condoléances à Hamid Daraj qui a perdu son fils une raison de plus. Haraga n'est pas arrivé, n'a pas pu arriver à l'Espagne. Juste au bord de la plage, et il a perdu la vie. Il y a un malaise, donc il n'a pas pu vivre. Et il souhaitait s'y arrêter. Et toutes mes condoléances à lui et paix à son âme. Et toutes nos pensées à prisonniers d'opinion qui crepissent dans le trésor de l'Algérie. Et merci pour cette invitation. Merci, Monsieur Haddadi. Une pensée aussi à notre ami Hamid Daraj qui a perdu son fils en arrivant en Espagne. Il était parmi un groupe de Haraga. Il a eu un malaise, il est décédé, malheureusement. Encore nos condoléances à Hamid Daraj. Nous l'assurons aussi de toute notre entière solidarité, euh, notre entier soutien. Moussa Haddadi, vous êtes sur place, vous êtes en Algérie. Ce Ouais. phénomène de Harga, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui nos jeunes à prendre autant de risques pour traverser la Méditerranée? Vraiment, je vous salue notre voix. Aïssa Hamoussa, avec grand plaisir de partager ce plateau. Et merci pour cette invitation. Reste c'est Haraga qui quitte l'Algérie, qui fuit. On peut dire qu'il fuit. Qui fuit les répressions, les arrestations. Et la situation en Algérie, ça dégrade de pire en pire. Vu les tourments et tout. Donc, ils ont poussé les jeunes à quitter l'Algérie que de coucou. Donc, d'un côté, c'est touchant. D'un côté, je leur donne raison, d'un côté, je ne leur donne pas raison. Primo, je donne raison parce que, vu la situation que nous vivons ici en Algérie, c'est pas facile. Vu la situation, vu l'étouffement et tout. Depuis le début de la révolution 2019, les jeunes ont l'espoir que l'Algérie change. Donc, depuis 2019 à ce jour, il n'y a aucun changement. Il n'y a que des arrestations. Quand tu entends un ami, il a été arrêté arbitrairement pour un mot, pour un like, pour un commentaire sur Facebook ou tout, pour une analyse sur les incendie, par exemple, sur la situation que nous vivons précaire en Algérie. Donc, eux, ils ont opté pour quitter le pays, coûte qui coûte. Il y a des gens qui ont déposé dans la paperasse administrative au niveau des consuls
européennes, soit l'Espagne, soit la France, mais c'est pas facile. Mais pour avoir un rendez-vous, c'est pas facile. Donc, c'est normal qu'ils vont orienter vers Haraga. Haraga, c'est plus facile, t'as pas, tu te casses la tête à avoir des papiers et tout, la paperasse, après tu auras un refus. Il y a beaucoup de gens qui ont un refus, il y a des intellectuels, il y a des médecins, il y a des profs, il y a tout, il y a un peu de tout qui déposent leur demande de visa, rien que visiter et s'installer là-bas. Donc, les jeunes, ils voient au niveau des consuls, il y a une bureaucratie, il y a des refus, il y a des personnes qui ont un refus de 10 fois, plus de 10 fois, ils ont refusé les demandes de 10 fois, donc l'argent, ils perdent l'argent et ils n'ont pas la réponse positive. Donc, ils ont choisi la fuite. Moi pour te dire, je ne dis pas, c'est l'installation en France pour quitter l'Algérie. C'est la fuite pour un autre univers, pour leur vie, et ils bâtissent leur vie comme tous les Algériens. D'un côté, vraiment, ça m'a touché vraiment beaucoup. Quand tu vois des jeunes qui quittent l'Algérie, c'est des intellectuels, ils ont le savoir. Il y a des gens qui périssent dans les océans, il y a des gens qui arrivent, ils ont de chance, mais dans ce moto, il y a beaucoup qui périssent dans les océans. Et c'est toujours, prends l'exemple du fils de Hamid Harag, ça m'a vraiment touché parce que je connais, c'est un ami. C'est terrible, tout à fait. Oui. C'est pas facile. Et pour vivre cette situation, tant que militants résistants, et nous subissons un grand fardeau, soit de côté du peuple, ni solidarité, ni soutien, ni même moralement. Heureusement, il y a certains gens qui sont forts, qui nous donnent la foi, qui nous donnent l'optimisme de continuer. L'exemple des avocats, et je tiens à remercier les avocats qui défendent les prisonniers d'opinion. Grâce à eux, que les militants sont motivés et sont déterminés pour continuer la lutte pacifique. Donc, on est optimiste, tant que militants révolutionnaires, parce que nous avons des prisonniers tels que Mira Maqlash, c'est prof d'université, c'est vraiment le cœur d'emprisonner des gens tels que Mira Maqlash, Brahim Alami, Tajadis, Abdel Gamari et Mourad Atimimou, journaliste, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont marqué. Donc, et Mourad et Omar Etlab, il n'y a pas longtemps. Ils l'ont emprisonné pour 6 mois. Ils sont nombreux, malheureusement. Ils sont nombreux. Ils sont plus de 200 détenus d'opinion aujourd'hui. Oui, ils sont nombreux. Voilà la raison que les jeunes quittent l'Algérie. Puis des répressions, des arrestations et des tourments. Donc, même le chômage, ça joue sur la société. Il y a une bureaucratie, il y a un chômage, il y a tout. Tu ne peux pas avoir un poste de travail. Et tu dépends avec un manœuvre, tu sais, la situation d'un manœuvre, c'est pas facile, l'assurance, les soins, il y a beaucoup d'avantages qui vont perdre. Donc, ils ont opté pour la fuite. Pour moi, je dis c'est une fuite. Mais c'est touchant. Mon avis, je préfère qu'ils ne quittent pas l'Algérie de cette façon. Je préfère qu'ils luttent avec nous. Je préfère qu'ils restent en Algérie et pour bâtir l'Algérie. Tout à fait. L'Algérie a besoin de ses enfants. Oui, c'est toujours, ça fait mal au cœur. Des fois, je pleure. Je vais prendre l'exemple du fils de Hamid. Ça m'a vraiment choqué. Pas que le fils de Hamid, il y a beaucoup qui ont perdu la vie dans les océans. Il y a des gens qui n'ont pas rapatrié leur corps. Prenons l'exemple de Hamid. Hamid, de 2 juillet, qu'il a eu la mauvaise nouvelle, à ce jour, il n'a pas rapatrié son corps. À ce jour. Il y a l'administratif, c'est une bureaucratie, tu ne peux pas gérer la situation de cette façon. En plus, il y a les intellectuels qui tiennent longtemps, depuis X temps l'immigration, mais de pire en pire maintenant, ça gonfle le harakat, ça gonfle. C'est le chiffre, ça gonfle. Il y a beaucoup une semaine, tu as 400 personnes qui ont débarqué. Il y a certains qui arrivent en Espagne. Il y a certains qui arrivent en Italie, il y a certains qui pirent dans les océans, mais c'est dommage, c'est touchant. C'est touchant. Merci beaucoup, M. Haddadi. Restez avec nous. Aïssa Rahman, avant de revenir vers vous, on va regarder ensemble ce témoignage. And you came from? Minnour. What day you start? 25. Yes. What time you start to come? Louiba. What time? Darwashur. Okay. Your name, please. Yunus. And you came from? From Louiba.
Okay. Which day you start to come here? 3 days ago. How many days you are on the sea? To do the 2 jours. Okay. Hello. What is your name? Manali, And you came from? Algeria. How many days you are on the sea? مش معناتها Sea. Water. Water. How many days? 3 jours. 3 days. Abdul Latif. My name is Abdul Latif. Your name is Abdul and you came from? I came from Algeria. How many days you are on the Croatia. water? 3 days on the water. On the boat. The boat is take a fire. You sink. The boat. Barco. رحت فيها كاع. Okay. But now you are safe. Yes. Yes, yes. الحمد لله. Thank You you. came from? Algeria. Our pleasure. Always we help you. 4 days. Don't have water. 4 days no water. No. Please your name again one more time. Your name Khalid Jadid, and you came from? Algérien. How many days you are on the water? Water. Six, water. Boumerdes. Okay. Ah, Okay. 3 jours, 3 jours. Aïssa Rahmondi, Haraga, Algériens qui ont été sauvés d'un navire. Votre commentaire? Avant de commenter ces vidéos, je passe mes salutations à Moussa Haddadi. Effectivement, je confirme, c'est un plaisir de partager un plateau avec lui, mais aussi mes condoléances à Hamid Darraj. c'est Hamid Darraj qui vient effectivement depuis le 2 juillet. C'est Et son terrible. corps, jusqu'à présent, n'a pas pu être rapatrié en Algérie. C'est le degré suprême de l'humiliation. Quand on ne fait pas son deuil, quand la famille ne fait pas le deuil, quand on apprend aussi ce genre de nouvelles. Quant à la vidéo, on voit tous ensemble le visage fatigué de ces jeunes. Ils ne demandent qu'à boire de l'eau. Des visages éreintés, des visages qui parlent, des visages parlants qui racontent la souffrance de la traversée. Même avec la fatigue qui a déchiré ces visages, mais on voit leur beauté, la beauté de l'Algérienne et de l'Algérien, qui aujourd'hui, à fleur d'âge, acceptent ce défi. C'est un pari. Sortir du كما يقولوا عندنا ياكلنا الحوت ما كناش الدود. وما ياكلناش الدود في الجزائر. C'est terrible. Et ça nous renseigne du degré du marasme. Quand ça atteint ce genre de proportion, ça nous renseigne du marasme très profond qui ronge la société. Ça nous renseigne qu'il n'y a plus d'espoir, en fin de compte. On a le chef de l'État à bout. Est-ce que c'est à ce point qu'il n'y a plus d'espoir que les gens tentent leur vie et traversent la Méditerranée? Bah, on a C'est entendu. quand même un courage. C'est l'expression, c'est la manifestation d'un désespoir total. Il y a deux prismes réellement. Donc, quand on entend ces jeunes, automatiquement, on va dire qu'il n'y a plus d'espoir pour ces jeunes, pour cette catégorie, ceux qui osent défier les vagues et défier les mers et les océans. Et ceux qui ne peuvent malheureusement pas avoir un visa aussi. Tout à fait. Donc, on retrouve leur maman, leur femme ou leur fille ou leur sœur assise sur une bite d'amarrage, son homme qui la quitte, et la mer va l'emporter sûrement, comme disait Renaud. Et en face, on entend si Moussa Haddadi d'Algérie nous donner ce message d'espoir, cette deuxième tendance à dire qu'il y a toujours espoir. Effectivement, c'est une question de choix. C'est pour ça que j'ai dit à l'avance. Moussa Haddadi propose mieux. Il veut à ce que ces jeunes restent avec eux en Algérie et qu'ils militent ensemble pour tout à fait, changer la situation. Tout à fait. On est bien chez soi. On est mieux chez soi de toute façon. Quand on construit un pays, son pays, c'est un devoir patriotique, c'est un devoir historique, parce que l'Algérie, c'est un pays qui a une histoire. Et justement, cette histoire est remise en cause par les tenants du pouvoir. Si l'indépendance du 5 juillet avait libéré le territoire, mais l'humain, force est de constater, n'est pas encore libéré en Algérie. Donc aujourd'hui, on a cette situation où le chef de l'État, on a tendance à l'entendre dire qu'on est les premiers partout, qu'on a l'autosatisfaction,
que les chômeurs sont rémunérés, il y a une bourse réservée pour la bourse du chômage, la prime pour les chômeurs, que les qui femmes, était équivalent au SMIC algérien. qui est équivalent au SMIC, les femmes au foyer ont aussi leur pension, les femmes divorcées, pareil. Mais tout ça, est-ce que ça a suffi pour arrêter cette saignée? On a des universités partout, pratiquement dans chaque wilaya du pays, il y a une université. Mais est-ce que le nombre Il y qui... a au moins une université, parce qu'il y a des wilayas où 2, 3 Tout universités. à fait. Alger, Tizi Ouzou, les grands pôles, Oran, À Béjaïa Constantine, aussi. Annaba, Béjaïa, Mm. effectivement. Voilà. Et est-ce que ça suffit? Quand on a des universitaires qui sortent de l'université, il y a une tendance à rajeunir l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a suffi? Il y a une tendance à rajeunir les maires, les élus au niveau des assemblées municipales et wilayas. Est-ce que ça a suffi? On a tendance à présenter des ministres qui sont jeunes, notamment celui, je pense à celui de l'agriculture. Est-ce que ça a suffi? On a tendance à présenter une femme présidente de l'APN. Est-ce que ça a suffi? On a tendance à discourir pour dire aux jeunes Algériens que l'Algérie vous appartient. Est-ce que ça a suffi? Exactement. Il y a eu même des campagnes de conscientisation sur le danger Tout à fait. de Mais ce traverser la discours, mer. quand il n'est pas épousé, quand il n'est pas suivi par des organisations de la société civile. Souvenez-vous que le Rassemblement Action Jeunesse avait fait une étude sur le pourquoi Les gens quittent, les jeunes quittent les jeunes particulièrement, ouais. voilà, et la classe politique, et les partis politiques, et les associations, et le pays. Et depuis, l'association Rage est dissoute. Et depuis, l'association Rage est dissoute. Donc, on est dans une situation aujourd'hui. Je pense aussi à l'association SOS Bab El Oued, qui était dans un quartier populaire et qui faisait un travail de citoyenneté. Oui, SOS Bab El Oued et plein remarquable. d'autres associations. Aujourd'hui, pour renouveler l'agrément de l'association après la loi de 06-12, ça devient pratiquement, c'est les 10 commandements pour avoir son sésame et se dire président d'une association ou bien activé dans le terrain associatif. Très bien. Et pourtant, notre cher président, Abdelmajid Tebboune, avait promis d'éradiquer le phénomène des haragas. On va l'écouter tous ensemble. ان شاء الله ان شاء الله مع بعض هاد الشباب هذا يلقى الخدمه ويلقى الوظائف نتاعو ويخلق لي ستارت اب نتاعو وتكون عنده البنكه الخاصه نتاعو وجماعه لونساج وجماعه لانام نعطيهم كلمه شرف والله واحد ما يمسهم والله واحد ما يمسهم. Moussa Haddadi, c'était les promesses d'Abdelmajid Tebboune à la jeunesse algérienne lors d'un meeting dans le sud du pays. C'était pour son premier mandat en 2019, le 12 décembre 2019. C'était la date de l'élection, 12 décembre 2019. Qu'en est-il depuis? Est-ce que les jeunes ont cessé de traverser la mer ou est-ce que le phénomène après des allures? Ça fait mal au cœur. Des fois tu rigoles, des fois tu pleures. Je regarde ces discours, vraiment, c'est des promesses, j'en jamais tenu ces promesses. Donc, reste à l'enseigne et tout. Ça, c'est autre chose. Le problème, le souci, le grand souci, bon, tu fais les meetings pareil pour les jeunes, pour arrêter les jeunes, arrêter le fléau, le haraga, c'est pas facile. Les jeunes, ils ont perdu confiance. Depuis 2019, à ce jour, ils ont perdu confiance. D'ailleurs, moi, je lis depuis 1980, à ce jour, je lis. Mais ils ont passé par des promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Ça fait mal au cœur. Tu vois le chômage un peu partout et tu vois la situation, soit sanitaire, soit la pollution, soit surtout la pollution, ça joue sur le moral. Les jeunes, ça se dégoûte. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, tu tournes un peu partout éparpillé. La pollution, ça fait mal au cœur. Il n'y a aucune promesse, il ne faut rien. Donc, pour moi, pour tenir ces jeunes, vraiment pour les tenir, vraiment pour les satisfaire, vraiment, il faut libérer les prisonniers d'opinion. Il faut alléger leur peine, les amendes judiciaires. Il faut exterminer leur amende judiciaire. Il faut rembourser aux gens que tu as touché l'argent
des innocents, des pauvres malheureux. Bon, il dit quelque chose sur le Facebook, il like, il fait quelque chose, et tu l'embarques, et tu l'emprisonnes, et tu lui fasses une amende. Moi, ça passait sur mon cas. J'ai payé l'amende, et j'ai payé même l'avocat. Moi, je ne parle pas sur moi-même, globalement. En général, tous les prisonniers, tous les militants jusqu'à présent, il y a certains qui font en action judiciaire. Prenons l'exemple de Hamid Daraj. Chaque semaine, il signe au niveau de la justice. Chaque semaine. Pas que Hamid. Beaucoup de militants, ça fait mal au cœur. Et ça, tu ne peux pas gagner la confiance des jeunes. Les jeunes vont fuir encore, beaucoup. C'est pas. Tu verras. Il y a une foule qui va débarquer dans les pays européens. Et il y a une image qu'ils ont montrée, les Espagnols, les journalistes, elle a montré l'arrivée des Algériens. Et elle a pleuré, ça m'a pleuré vraiment, ça m'a touché. Parce que personne, elle a pleuré. Parce que l'acte qu'ils ont accueilli avec une vidéo, ils ont partagé sur Facebook, j'ai vu, j'ai pleuré. D'ailleurs, toi, certainement, tu as vu cette vidéo parce que tu es dans le domaine du journalisme et tu sais tout. Donc, pour moi, je ne suis pas optimiste de ce régime. Je ne suis pas optimiste qu'il y ait un changement. Un changement, ça vient de la foi. Il faut libérer tous les prisonniers d'opinion, sans exception. Il faut libérer tous les prisonniers d'opinion. Depuis dès 1991 à ce jour, il faut voir le cas des Algériens. Les Algériens souffrent. Les Algériennes vivent dans une situation précaire. Les Algériennes sont faibles, sont moralement. Il y a certains qui sont faibles et qui quittent l'Algérie. Voilà la raison qui quittent l'Algérie avec des barques incertaines. Il peut arriver à l'Espagne, dans le continent européen, il peut arriver, il ne peut pas arriver. Il y a beaucoup qui sont envoyés dans les océans. Quand tu vois tout ça, c'est déchirant, c'est touchant, c'est triste. C'est triste. Mais tant que militants résistants et nous luttons jusqu'au bout, nous sommes optimistes. Le changement viendra tout ou tard. Question de temps. Le peuple, il doit s'unir, il doit s'organiser, il doit rendre visite, surtout le peuple, et je lance un message à le peuple, il faut rendre visite aux prisonniers d'opinion, à leurs parents, à leurs enfants et à leurs familles. Parce qu'ils souffrent plus que nous. Au moins, ils sont libres. Eux, ils sont en prison. Leurs enfants, il faut voir la situation des enfants. Il faut les aider. Il faut les voir. Il faut leur soulager, remonter leur morale. Parce que c'est pas facile. Je vis en Algérie et c'est ce que je fais. Et je suis en Algérie depuis X temps. Et j'ai eu des occasions de quitter l'Algérie, mais j'ai pas voulu. J'aime mon pays. J'aime vivre dans mon pays. J'aime lutter pacifiquement. Rien que pour un changement radical et un changement juste. Et nous voulons juste et juste. Et nous voulons un État prospère, un État fort. Et tu es à l'étranger et tu montes ta tête en haut sans baisser ta tête comme un pauvre, un malheureux, je ne sais pas comment te dire. Il faut, on ira où on veut. On dépose notre dossier, on aura un visa avec honneur, avec dénigement. C'est pas de cette façon. Je suis contre de quitter un pays. Il faut lutter. Le pays a besoin des gens comme nous, a besoin des gens qui vont lutter pour éradiquer cette éradiquer cette misère et pour instaurer un état de liberté. Voilà. Merci, Monsieur Haddadi. Merci pour votre optimisme surtout. Merci pour ces ondes positives. Restez avec nous. Aïssa Rahmoun, concrètement, quelles sont ces politiques concrètes, ces mesures efficaces qui sont à même de venir à bout de ce phénomène? C'est une question assez difficile parce que le problème, il ne va pas se régler à travers le code pénal. Quand on voit... Il y a une loi qui criminalise en fait la migration clandestine. Il y a une loi qui criminalise l'immigration clandestine du pays vers l'étranger, mais aussi des étrangers qui arrivent dans le pays. Comme les subsahariens. Voilà, tout à fait. Donc, on a tendance à chaque fois qu'il y a une crise profonde, une crise politique, un phénomène comme celui de la Haraga, on traite ça par des options sécuritaires. Et les options sécuritaires, souvent, elles sont interprétées à travers le code pénal. Et pour avoir des politiques sereines, des politiques sérieuses, c'est tout un changement de la gouvernance. Parce qu'il s'agit avant tout de la mentalité d'un régime qui doit changer. Ça, d'une part. Il s'agit aussi de l'école algérienne qu'il faut réformer.
Il s'agit Dans aussi quel des... sens? Est-ce que l'école elle encourage aujourd'hui le haraga? L'école, elle encourage le haraga d'une manière directe ou indirecte. Aujourd'hui, quand nos enfants sont dopés par le système éducatif existant en Algérie, aujourd'hui, quand les parents sont lassés de ce système éducatif, les parents deviennent les premiers à encourager leurs enfants à partir. Que ce soit à travers des visas d'études, mais pas que. L'échec scolaire en Algérie, comment on peut l'interpréter? Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, quand il y a échec scolaire, il y a des enquêtes, il y a des psychologues, il y a des pédagogues qui se mettent en place, des experts pour expliquer, des sociologues notamment, pour analyser, pour faire des études, des recherches du pourquoi de l'échec scolaire. Est-ce qu'en Algérie, il y a eu un travail dans ce sens pour étudier et analyser ce phénomène d'échec scolaire? Et en cas de réussite, la réussite chez nous, c'est le fait d'avoir son bac et puis avoir une licence ou un master, faire des études supérieures. C'est les parents qui encouragent leurs enfants à partir. À partir, oui. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y a des postes de travail, il y a des Il y a au opportunités. moins 7000 étudiants algériens qui quittent chaque année rien que pour la France. Au moins, dans d'autres cieux, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand tu fais tes études en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, il y a espoir que tu vas accéder à l'emploi, que tu vas accéder à un logement digne, Ouais. que tu vas accéder à une promotion sociale. Voilà. Donc, Mais le phénomène, justement, il ne touche pas seulement les enfants du peuple. Même le ministre de l'Intérieur actuel a son fils qui était en situation irrégulière ici en France. Et dernièrement, apparemment, il a régularisé sa situation selon la presse française. Et le ministère de l'Intérieur français aussi qui a confirmé c'est ce l'information. que j'allais dire dans la mentalité des dirigeants. Moi, je te raconte une histoire. Le fils C'est-à-dire, du même ministre chez est les un cas, dirigeants, même les dirigeants, ils ne croient c'est un plus à cas ce pays. emblématique. Moi, et les gens de Front National, ils peuvent en témoigner. Il y avait un chef de daïra, Flarbana Tirat. Site اسمه على كل حال, mais c'est pas important de se rappeler du nom. C'était une personne très intègre, un énarque. C'était durant les années 2011, 2012, 2013. La daïra de l'Arba'ana Tiratin se réveille le lendemain. Le chef de daïra, c'est un poste, la chefferie de daïra est devenue un poste vacant. Ah, Il n'y avait plus de chef daïra. Et j'avais eu l'occasion, le jour où il y avait la polémique autour de la vacance de ce poste, de défendre un citoyen qui avait traficoté une attestation de travail pour se faire délivrer un passeport. Parce qu'avant, les mentions, la profession était dans le passeport. Et puis, donc, il y avait une enquête. J'ai eu à le défendre. Lui, il voulait demander un visa avec sa profession. L'attestation de travail était fausse. vous l'avez Selon- défendu en tant qu'avocat. Je l'ai défendu en tant D'accord. qu'avocat. Vous n'avez pas participé au trafic d'une Non, d'une je l'ai défendu, attestation de c'était un travail. client. C'est un D'accord. client. Et du coup, je me retrouve devant le juge de siège et le parquetier par dire la chose suivante, je m'attelle khair. On a un cas édifiant, un harrak officiel de chef de daïra qui a bénéficié de la résidence de l'opération addict à l'immigration au Canada, sans même pas prévenir sa hiérarchie. Ah, Du jour au lendemain, congé, en catimini. titre de voyage, il prend ses clics et ses claques, sa valise, Bah, il est au Canada. Ce cas de figure, c'est un harag officiel. Et le cas du fils de ministre de l'Intérieur effectivement est emblématique. Donc il y a une question de mentalité, question gestion de l'école, du programme de l'école, ce qu'ils apprennent à nos enfants, des libertés fondamentales, des droits fondamentaux. C'est tout ça, le rétrécissement des espaces de la société civile. donc Il c'est n'y a tout un pas de ensemble de liberté facteurs. C'est d'expression. tout un ensemble de C'est facteurs qui laissent les Algériens. multidimensionnel. C'est multidimensionnel. Il y a plusieurs raisons qui aujourd'hui, qui نقولوا على الموت وحده. Et les raisons sont multiples. اليوم الحرقة وحده. C'est de quitter le pays. Les raisons sont multiples. Très bien. Le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, semble être confronté à la réalité de ce phénomène et on va l'écouter
de suite. وش لان الهيه اولا الهيه في بعض التصرفات، وانا شخصيا تكلمت اللي حضروا معايا في النقاش مع السيد الوزير الاول رئيس المجلس الوزراء الايطالي. انا طالب منهم حاجه: طبقوا قوانينكم الداخليه بالنسبه للناس اللي دخلوا بصفه غير شرعيه، هذاك حقكم، ولكن الاهانه لا. ما تضربوا جزائري، ما تسبوه، ما تشتموه. حرق ما قبلتوش يرجع كيما يرجع، ونرجعوا حنا ما يعاودش يقطع البحر. كان ما يتهانش، ولازم الناس تخمم. لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش، وهذه 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 وهذه. في بعض الأحيان باش أنا شخصيا باش نيأس ما نيأسش، ولكن أنا التشعب تاع الأسباب تخلي. احنا نتمنى إن شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديدة، تخلي الإنسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت أسبوع ولا أسبوعين في البلاصة الفلانية ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ممكن إجراءات أخرى، ممكن أطباء نفسانيين، ممكن هذه ممكن المشكل صعب حقيقي، والحل تاعو أصعب، لأن قلت لك فيه تشعب نتاع. Un vrai problème de l'aveu même du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et il promet aussi d'envoyer des jeunes Algériens pour passer une semaine à peu près en Europe, afin qu'ils se rendent compte que leur place est en Algérie. Moussa Haddadi. Vraiment, c'est touchant quand tu vois toutes ces interventions qu'il fasse. Le peuple déjà, il a fait les élections passées une abstention massive. Ça se voit que le peuple est vraiment a désespéré complètement, a perdu confiance, primo. Secondo, il cherche tout coûte qui va quitter l'Algérie. Il y a beaucoup qui ont quitté. Et tu auras beaucoup aussi une foule, c'est pas une foule, un monde fou qui vont quitter l'Algérie. Sincèrement. Vu la paperasse administrative au niveau du consul et tout, ils exigent trop. Donc, quand il y aura 10 refus, 4 refus, 5 refus, tu désespères complètement et tu orientes vers le Haraga. C'est le seul moyen qui est des jeunes à qui côté. Ils travaillent, ils entament une somme d'argent. L'essentiel qu'il arrive, ils ne cherchent pas s'il arrive vivant. Voilà, c'est le grand souci. Et c'est une barque incertaine. Donc, c'est pas facile. Vu les arrestations, la situation, le chômage et tout, ça joue sur la jeunesse. La jeunesse, c'est pas la jeunesse des années 1960, 1940. Bon, il y a un changement, il y a l'évolution et tout. Donc tout le monde sache, ils ont les phones sophistiqués, donc ils voient tout sur les réseaux sociaux et tout. Je t'ajoute une chose, les militants, c'est ce qu'ils ont dit, les militants, en tant que militants insistants. Vos balles et répressions ne tueront jamais ma liberté de penser et de m'exprimer. Vos actes ne me feront pas dans la peur. C'est le mien qui vous nourrit. Je suis Miram Mokhnash, Brahim Alami, et serai tous les prisonniers d'opinion. C'est ça qui est touchant. Pleure l'Algérie, pleure des enfants qui refusent dans les prisons et d'autres noirs dans les yeux. C'est triste, c'est très touchant. Quand tu vois toutes ces choses qui arrivent à nos jeunes, la jeunesse, et le perdant la jeunesse,
perdent leur savoir. Il y a des gens qui sont partis dans les réglementaires avec les visas, avec et tout. Ils n'ont pas revenu. Même si l'Algérie soit très bien, il ne revient pas. Sachez-le bien, il ne revient pas parce qu'il a reçu beaucoup de choses, l'intimidation, l'humiliation, les arrestations, le chômage. Ça joue tout sur la société. Donc la jeunesse elle est obligée de quitter le pays, leur propre pays. Ce n'est pas le plein gré. Ils ont été forcés par les répressions, par les arrestations ils ont procédé à ces barques incertaines. Dommage. Quand ils vont nous perdre toute la jeunesse, d'autres dans les prisons, d'autres à la fuite, d'autres au chômage, d'autres dans un désespoir total. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui ont un peu de sagesse et sont optimistes pour la vie. Et je souhaite de tout cœur que l'Algérie soit avec un gouvernement solide, avec tous les Algériens, y compris la diaspora. Et c'est très important parce que nous avons besoin de ce pays. Il y a beaucoup qui ont sacrifié leur vie, tel Amiroche, Abdel Ramadan, Karim El-Qassem, beaucoup de révolutionnaires, nos héros tombés champ d'honneur, qui ont sacrifié leur vie pour rien que nous vivons dignement. Hélas, nous sommes dans une situation précaire et nous vivons dans une situation de répression, d'étouffement. Parce que quand on a une révolution, ni organisation, ni direction, ça va nous mener à la dérive ou à l'étouffement. Il faut que le peuple s'unisse, il faut que le peuple s'organise, il faut que le peuple aille la foi, il faut que le peuple essaye de convaincre nos enfants, les jeunesses, de ne pas quitter l'Algérie et de lutter à côté de militants. Il faut regarder au moins à côté de nos prisonniers qui sont en prison. Ça fait mal au cœur, ça fait tout chaud. Si nos enfants, si tes enfants, si leurs enfants. Et je souhaite une belle vie pour toute l'Algérie, soit un pays fort de tous les domaines. Et nous irons à l'étranger quand on veut, quand on revient. Merci beaucoup, Moussa Haddadi. Restez avec nous. Aïssa Rahman, dans la dernière vague de migrants marocains, il y avait des Algériens finalement dans la foule. On n'a pas d'informations sur ça. Nous, on a des informations et on a même une vidéo. On va la regarder ensemble. صح والله راني خويا دخلت مع الموجه هذه ديال الحريق انايا دخلت عمان دخلنا رانا هنايا ورانا نقراو في الحل ان شاء الله يا ربي يديروا معنا الحل رانا نقراو في الحل ان شاء الله ما عندناش باين نرجعوا ما عندناش باين نوليو ما كاش وين نولوا اصلا ما كاش وين نولوا اصلا ما كاش وين نولوا عياونا ما عطاونا والو ما كان لا خدمه لا فورماسيون بغينا نقرو كنا نقرو غايه خرجونا الزنقه خرجونا لاروت الغالب خرجنا باش نخدموا على الوالدين وناكلوا ونشربوا ظلمونا بزاف خويا تهضر على وار على الجزائر كاع انا نهضر على الجزائر كاع لي بريزيدون خويا ما الحكام خاصها تبدل كاع تبدل Aïssa Rahman, c'est à Ceuta, l'enclave espagnole. Votre commentaire? Sincèrement, je n'ai pas eu d'informations sur la participation des Algériens dans le dernier épisode de l'enclave de Ceuta. Mais s'il s'avère que le document est vrai, est véridique, il vient d'apporter la réponse au président de la République. Et dans son discours, j'ai retenu au moins trois passages qui sont intéressants, et c'est intéressant de revenir sur ces trois déclarations. Un, c'est le fait de dire, voilà, on est conscient que c'est un phénomène très grave et que la solution, que la solution est plus compliquée que le phénomène en lui-même. Et un président qui ne propose pas de solution, qui n'a pas de solution, c'est un président qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de cabinet, qui n'a pas de conseiller, qui n'a pas d'experts, qui ne s'appuie pas sur les universités, sur les sociologues et sur la société. C'est surtout un président qui ne rassure pas sa population. Tout à fait. Et un président qui ne rassure pas sa population, qui n'est pas entouré, bien entouré, et qui n'a... Un président, c'est ça, c'est quand on dit le balai ovale, le bureau ovale des États-Unis, c'est le bureau ovale.
Et quand on dit en principe, le palais de Après, Moradia, les États-Unis de Trump, ce n'est pas un exemple à donner aujourd'hui. non, je parle de l'administration en elle-même. Je parle de l'administration. Une présidence, c'est une administration aussi. Il y a des conseillers, il y a des think tanks qui travaillent avec des présidences, il y a des universités qui alimentent les présidences, il y a les services de renseignement qui alimentent les présidences, c'est des départements. Et quand on ne propose pas des solutions à son peuple, donc on est dépourvu de toute légitimité en fin de compte. Deuxième passage, quand il nous renvoie aux cinéastes qui doivent réaliser des films, etc. Et tout. Et souvenez-vous que sa campagne pour la deuxième mandature, le président de la République, y compris le candidat du FFS, ont promis la création d'un centre ou d'une institution, d'un institut national pour l'audiovisuel et pour la production cinématographique. Ça, mais avant de permettre aux cinéastes de produire, laissez les journalistes enquêter. Laissez les journalistes faire leur travail d'investigation. Est-ce que c'est permis aux cinéastes aujourd'hui de parler de Haraga en Algérie? Mais c'est permis, mais l'essentiel que la ligne éditoriale va venir d'El Moradia ou des centres de décision. Et le troisième message que j'ai retenu dans le discours de Abdelmajid Tebboune, et c'était répondu, d'ailleurs il a eu la réponse de ce jeune qu'on vient d'écouter, c'est d'envoyer des jeunes. Chauffe Adel, dans les grands pays, il y a les plans Erasmus pour envoyer des jeunes pour des études, découvrir des langues, découvrir des cultures. Ça va permettre l'ouverture de l'esprit. Là, il me propose un plan Erasmus pour aller dans des ghettos ou bien dans des quartiers populaires pour te dire ma place est en Algérie. Il a eu très vite la réponse du jeune que nous avons entendu tout à l'heure. Merci Maître Aïssa Rahmoun, merci Moussa Haddadi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le lundi à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci.